Marcus et Théo Vasseur passaient leur journée dans le monde discret de la ferraille maritime. Depuis 12 ans, ils rachetaient de vieilles coques condamnées le long des quais désaffectés, revendant l'acier au poids pour une marge qui restait toujours modeste. Leur dernière acquisition était un remorqueur portuaire des années 50, à moitié couché sur le flanc au bout d'un quai oublié, sa peinture écaillée et sa cheminée rongée par le sel. Aux enchères, personne ne s'était vraiment battu pour lui. L'épave semblait trop abîmée, trop incertaine pour valoir l'effort du renflouement. Marcus avait pourtant remarqué que la coque, malgré la rouille en surface, gardait une ligne de flottaison anormalement haute. Il avait levé sa pagaie sans hésiter, et les deux frères repartirent propriétaires du remorqueur pour une somme qui ne couvrait même pas le coût de la grue nécessaire pour le sortir de l'eau. Un détail les intriguait déjà. Le bateau avait été retiré du service actif du jour au lendemain, sans qu'aucun rapport officiel n'explique pourquoi. Le renflouement prit 4 jours. Une fois la coque stabilisée sur cale sèche, les frères descendirent dans la salle des machines, équipés de lampes frontales et de masques contre l'odeur de vase séché. L'endroit était dans un état de conservation surprenant, presque sec, comme si l'eau n'avait jamais vraiment pénétré ce compartiment précis. En sondant méthodiquement la coque à la masse, Théo s'arrêta net devant le ballast latéral bâbord. Le son était plein, sourd, sans le moindre écho. Un ballast, par définition, se remplit et se vide d'eau de mer. Celui-ci sonnait comme un mur plein. Marcus alla chercher les plans d'origine du chantier naval, conservés dans une pochette plastique trouvée dans la timonerie. Rien sur les schémas n'indiquait de compartiment interne à cet endroit. Le ballast devait être une simple cavité vide. En fouillant plus loin, ils tombèrent sur un registre de bord incomplet, plusieurs pages manuscrites arrachées nettes, couvrant exactement la semaine précédant le retrait définitif du remorqueur. Ce n'était plus une intuition, c'était un vrai mystère. Le lendemain, ils revinrent avec une meuleuse et commencèrent à découper une plaque d'inspection sur le flanc du ballast, là où le son résonnait le plus plein. Les premières étincelles révélèrent quelque chose d'inattendu, une seconde paroi métallique, plus fine, rapportée après la construction d'origine. On va faire une petite pause parce qu'on a besoin de votre coup de main pour valider cet achat un peu fou. On est vraiment proche des 1000 abonnés et ça nous ferait énormément plaisir de passer ce cap avec vous. Si ce n'est pas encore fait, likez la vidéo et abonnez-vous, ça compte vraiment pour nous. Et dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo, on adore voir jusqu'où nos aventures voyagent. Bon, retour à la salle des machines, parce que la suite dépasse tout ce qu'ils avaient imaginé. La découpe traversa la seconde paroi, et une odeur inattendue s'échappa du ballast, rien à voir avec le fioul ou l'eau de mer stagnante qu'ils connaissaient par cœur. Quelque chose de plus sec, presque comme du vieux papier et de la cire fondue. Marcus élargit l'ouverture pendant que Théo braquait sa lampe à l'intérieur. La chambre était doublée de plomb, un choix qui n'avait rien d'un hasard technique. Quelqu'un avait voulu isoler cet espace de toute détection. À l'intérieur, plusieurs sacs de toile épaisse, soigneusement empilés, encore intacts malgré les décennies. Ils sortirent le premier sac avec précaution. À l'intérieur, des dizaines de pièces d'or anciennes et une série de petits lingots, chacun frappé d'un poinçon de banque privée. Une pochette étanche glissée entre 2 sacs contenait des documents bancaires jaunis et une liste manuscrite de numéros, visiblement des numéros de coffre. En recoupant les documents avec le registre de bord incomplet, les frères comprirent que cette cache n'était pas une simple réserve d'économie dissimulée. Les documents faisaient référence à un vol de fourgon blindé survenu près du port 38 ans plus tôt. Une affaire qui avait fait grand bruit à l'époque, avant de sombrer dans l'oubli, classée sans suite faute de preuves solides. Un nom revenait plusieurs fois dans les papiers, celui d'un ancien mécanicien du remorqueur, longtemps soupçonné par les enquêteurs de l'époque, sans jamais avoir été inculpé. Le remorqueur n'avait pas simplement transporté des marchandises pendant des années, il avait servi de cachette mobile pour une partie du butin, planqué dans un ballast que personne n'aurait jamais songé à sonder d'aussi près. La valeur du contenu dépassait largement leurs attentes. Un premier expert consulté par téléphone estima l'or et les pièces anciennes à plusieurs centaines de milliers d'euros, sans même compter la valeur historique et numismatique de certaines pièces rares. Mais très vite, un problème plus sérieux apparut. Les numéros de coffre retrouvés dans la pochette correspondaient à des comptes toujours actifs dans une banque régionale, ce qui signifiait que des personnes vivantes, peut-être des complices jamais identifiés à l'époque, avaient un lien direct avec cette affaire. Vendre discrètement l'or aurait été simple.
personne n'aurait probablement rien remarqué. Mais posséder sciemment des biens directement liés à un vol identifié restait un délit, même des décennies après les faits, même pour des frères qui n'avaient rien à voir avec le crime original. Marcus et Théo rangèrent tout, refermèrent la plaque découpée et contactèrent sans attendre un avocat spécialisé dans la restitution d'actifs litigieux, plutôt que de céder à la tentation d'une vente rapide et anonyme. L'avocat comprit immédiatement l'ampleur de la découverte. Les documents furent transmis à la police judiciaire, et l'affaire du fourgon blindé, classée depuis des années, fut officiellement rouverte. Les enquêteurs recoupèrent les numéros de compte avec d'anciens dossiers et parvinrent à identifier 2 complices présumés du mécanicien, aujourd'hui âgés, mais toujours en vie, jamais inquiétés jusque-là. Une partie de l'or fut restituée à la banque victime du vol d'origine, tandis que le reste, dont l'origine ne put être formellement rattachée à aucune victime identifiable après tant d'années, revint légalement aux frères sous forme de prime de découverte, conformément au droit maritime sur les biens trouvés en mer. Entre la prime légale et les honoraires versés par un musée régional intéressé par l'histoire du remorqueur et son ballast secret, Marcus et Théo empochèrent un total consolidé de 410 000 €. Ils réinvestirent une partie de la somme dans l'agrandissement de leur chantier, qui s'est depuis fait une petite réputation pour son sérieux dans le traitement des épaves à passé trouble. Marcus garde toujours une copie du registre de bord incomplet accroché dans son bureau, comme un rappel que la valeur d'un bateau ne se mesure jamais uniquement à l'état de sa coque. Un remorqueur payé pour presque rien, jugé bon pour la casse par tout le monde sauf eux, avait fini par résoudre une affaire vieille de près de 40 ans et changer le cours de leur petite entreprise familiale. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Abonnez-vous si elle vous a plu, et à très bientôt pour une nouvelle aventure.